il est toujours difficile de prendre la parole derrière des documentaires d'une telle intensité, d'une telle vérité aussi, parce que malheureusement c'est la vérité. Mais je crois que ça constitue une excellente introduction à la soirée, donc, que les communistes de la CASA organisent avec une ouverture sur les associations, et ça c'est quelque chose de très bien, des associations qui luttent pour le droit des immigrés, dont Manouchian était un des exemples, malheureusement pas le seul, comme on l'a vu. Donc, puisque c'était lui qui a été, malgré lui, parce que c'était un poète, un amoureux fou de la vie, qui s'est trouvé dans des circonstances et qui a été jusqu'au bout de son engagement, comme tous ceux de la Fiche Rouge et tous les FTP Moi qui se sont sacrifiés. Donc on a, pour présenter la trajectoire de Missac et de Méliné Manouchian qui rentreront au Panthéon, Gérard Streiff. Alors Gérard Streiff, certains le connaissent, d'autres ne le connaissent pas. Il est auteur, il est historien, il est journaliste, auteur de nombreux ouvrages très différents. Il s'est beaucoup intéressé aux questions de résistance et notamment de la résistance communiste. Donc, entre autres. Et il a écrit ce livre qui vient de paraître, donc, Missac et Méliné Manouchian, un couple en résistance. Donc, on part de l'histoire de Missac et de l'histoire de Méliné. On va croiser les Aznavour, il y a l'Arménie, et puis il y a tous les autres. Il y a l'amour aussi, un amour fou de Missac pour Méliné, et un amour fou de Missac pour la vie, que Louis Aragon, quand Jacques Duclos lui a remis la dernière lettre de Missac à Méliné, a su mettre en vers et a su faire ce magnifique, indépassable, je pense, poème qui est chanté et que Léo Ferré a chanté, mais qui est une merveille qui devrait être enseignée dans toutes les écoles de France. Voilà, j'ai fini, donc la parole est à Gérard sur son livre, sur Missac, sur Méliné, sur les FTP Moi, et sur cette page d'histoire qui est trop souvent laissée de côté. Voilà. Et qui est pleinement d'actualité. Merci de l'invitation. Après ce film qui est très puissant, très fort, je vais essayer de ne pas répéter. Donc, dans moins d'une semaine, maintenant, on va entrer au Panthéon, qui est notre grande institution. On va rentrer un apatride, un Arménien, un immigré, quelqu'un qui était amoureux de la France, qui aura une très forte culture française. En même temps, va rentrer un résistant. On l'a vu, les conditions sont absolument incroyables. Il fallait quand même avoir un courage invraisemblable en 1943 à Paris pour faire de la résistance, quand le rapport de force était de 1 à 1000, 1 à 100 000. Et puis, troisièmement, un communiste. Je voudrais insister aussi sur cet aspect parce que, quand même, il a fallu attendre 2024 pour voir un communiste entrer comme résistant au Panthéon. La résistance gaulliste, tout de même, est reconnue depuis bien longtemps. Pourquoi est-ce que nous, on a été mis de côté? Et encore, je pourrais faire état de polémiques qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Donc, voilà. Missac, j'ai eu la chance, voilà, un éditeur cet été m'a dit « Écrivez-nous un livre sur Missac ». J'ai proposé un livre sur Missac et Méliné parce que je trouve d'abord que c'est un couple fabuleux. Je trouve que le rôle des femmes dans la résistance est souvent mésestimé et je trouve que là, dans ce documentaire, on voit bien cette place des femmes. Donc j'ai tenu à ce que ce soit un couple. Ce couple, il a au moins un terrible point commun de départ, c'est le génocide arménien. 1915,
Missak réside dans l'Empire ottoman, il est un peu au-dessus de la Syrie. C'est un fils de paysan, son père est un homme vigilant parce que le génocide c'est 1915, mais il y a déjà eu des massacres à la fin du 19e siècle, donc ces Arméniens-là sont vigilants, ils sont armés. Le père de Missak tentera de résister à la pression de Turcs qui rêvent d'une pureté ethnique, il va se faire tuer. Et Missak sera récupéré par un orphelinat catho qui va se situer du côté du Liban. Pour Mélinée, c'est un autre milieu social. Elle est la fille d'un des recteurs de la Poste d'Istanbul, Constantinople, donc une structure sociale différente, quoique la famille est également massacrée et elle sera également prise en charge par un orphelinat protestant cette fois, qui va l'exfiltrer, si je puis dire, en Grèce. Et puis voilà, donc ils vont avoir tous les deux une formation solide qui va quand même les aider à s'en sortir. Lui a une formation de menuisier. Il rêve de la France, il rêve de partir en France, il apprend vite la culture française, il obtiendra ce qu'on appelle un passeport Nansen qui vous permet de voyager. Il va arriver à Marseille. Elle également, par d'autres canaux, passera par le sud de la France, Marseille, et nous les retrouvons, on va dire, à la fin des années 20, début des années 30, à Paris. Ils sont, lui, ouvrier poète. Il a un côté artiste, Missak. Il a un côté artiste, il a un côté extrêmement cultivé. Il fréquente l'intelligentsia arménienne de Paris, et c'est par ce biais qu'il va se politiser. On est dans des années tendues, 1934, les ligues qui font une tentative de coup d'État à Paris, donc on se politise. Elle est également attentive dans la communauté arménienne à cette évolution. Ils vont adhérer au Parti communiste en 1934. J'ajoute un détail qui tout de même est tout à fait sympathique, c'est qu'elle, lorsqu'elle trouvera son premier logement, elle va le louer au grand-oncle de la famille Aznavourian. Donc il va y avoir très vite une complicité très solide qui va durer jusqu'au bout entre la famille Manouchian et la famille Aznavourian, avec le papa Aznavour, la maman Aznavour, le petit Charles Aznavour et la petite sœur Aznavour. Et ça sera à la fois une solidarité culturelle, mais ça sera aussi une solidarité politique, parce que les Aznavour vont avoir un rôle politique pendant la guerre. Je vais y revenir avec une des activités de Mélinée qu'on évoque un petit peu ici, qui s'appelle le travail allemand. Elle va cibler ce qu'on appelle les malgré nous. Vous savez, les malgré nous, on connaît, nous, les malgré nous alsaciens, les malgré nous moselans, c'est-à-dire des gens qui ont été enrôlés de force dans l'armée allemande, mais il y aura des centaines de milliers de malgré nous sur toute l'Europe centrale. Il y aura des milliers de malgré nous soviétiques, de malgré nous ukrainiens, et il y aura des malgré nous arméniens. Et son travail à elle va être d'approcher ces malgré nous et de les faire passer du côté de la résistance. Les Aznavourians et le restaurant d'Aznavour dans le 9e arrondissement, servant en partie, pas seulement, mais servant à faire arriver ces gens qui veulent quitter l'uniforme allemand et partir dans la vie civile. Donc voilà, ce couple se forme à partir de 1934. Il est dans ces années Front populaire. Lui va diriger deux revues au profit de la communauté arménienne, des revues en arménien. Donc c'est un moment important. C'est le moment du Front populaire
Ce que j'ai remarqué, et peut-être que j'anticipe là, enfin, si je puis dire, sur un débat qui viendra tout à l'heure, c'est que ils sont déçus par le peu d'intérêt que le Front populaire va porter aux immigrés et à la question des immigrés. Donc vous voyez, c'est aussi une question importante qui traverse toute cette histoire et qui turlupine ces gens. On va les retrouver donc les années 30, le 36, le Front populaire, et puis l'effondrement tout de suite après. Nous voilà 1939, le pacte germano-soviétique. Pour Missak, le pacte ne pose pas un problème, c'est-à-dire pour lui, il était évident qu'il fallait, dans les années 30, avoir un accord entre Paris, Londres et Moscou contre Hitler, alors que de manière assez systématique, l'Occident a laissé Hitler agir comme elle voulait en Espagne, envahir la Tchécoslovaquie, etc. etc. Donc, pour Missak, le pacte germano-soviétique ne le turlupine pas. Mais, ceci dit, il est communiste, il est connu. Le Parti communiste, puisqu'on lui reproche le pacte germano-soviétique, est interdit. Et Missak est mis en prison le 1er septembre 1939. Il trouve un truc, si j'ose dire, si j'ose appeler ça comme ça, il décide de s'inscrire, de s'enrôler dans l'armée française. L'armée l'accepte, donc il sort de prison, et en même temps, il y a une méfiance à son égard qui fait qu'on va l'envoyer dans le Morbihan. Bon, dans le Morbihan, il n'y a pas beaucoup d'affrontements, mais il va s'occuper d'une caserne pendant plusieurs mois dans le Morbihan. De son côté, elle, comme elle sent qu'il va y avoir des répressions en direction des Arméniens, elle va vite récupérer, parce que les locaux sont déjà interdits, elle va vite récupérer les listines de tous les Arméniens connus, elle va les faire disparaître. Bon. Là, il s'installe donc le début des années 40. Missak, à ce moment-là, demande la nationalité française pour la deuxième fois. On m'a dit que le préfet du Morbihan, puisqu'il était dans le Morbihan, serait plutôt favorable à lui donner, mais bon, vous voyez le contexte. On est printemps 1940, c'est la débâcle, la France est cassée, l'administration est explosée, les gens sont sur les routes, donc il n'y aura pas de suite. Lui, après le service militaire, ou plutôt les militaires, après l'avoir fait utiliser dans le Morbihan, ils vont le faire travailler dans une usine aéronautique qui plus tard deviendra d'ailleurs la SNECMA. Donc voilà, il est dans cette situation un peu incertaine. Il quitte son boulot, c'était dans la région de l'Ouest. Il quitte son boulot et il retrouve Méliné à Paris. Ils vont petit à petit s'intégrer, on le voit, je pense bien dans le documentaire, s'intégrer à la résistance militaire communiste. Alors là aussi, moi, dans ce travail d'écriture, j'ai découvert des débats que je connaissais peu ou mal. Par exemple, autant les communistes sont contre Pétain, contre etc., mais passer à une résistance armée, c'est pas évident. C'est pas évident parce que ça veut dire s'organiser, ça veut dire tuer. Tout le monde n'est pas capable de tuer, ça veut dire trouver des armes, etc. Donc il y a un premier débat. Missak, lui, a plutôt une âme humaniste, une âme de poète. Il n'a rien d'un aventurier. Et il faut vraiment qu'il réfléchisse pour se dire « je n'ai pas le choix ». Si je veux accélérer la fin de la guerre, il faut aussi que moi je passe à la lutte armée. Donc c'est un choix, vous voyez, très raisonné. Il n'y a aucun aventurisme dans cette situation.
Donc on va le retrouver, on est à l'été 1943 et il va être pendant 3-4 mois le chef de la résistance de Paris des FTP-MOI. Celui qui le précédait, on en entend parler, c'est Holban, Boris Holban. Là aussi, il y a un autre débat qui les traverse, c'est-à-dire qu'assez vite, comme la résistance est active, on va demander aux Parisiens, enfin la direction nationale du PC va demander aux Parisiens d'amplifier leur forme de résistance. Pour l'instant, c'est de la guérilla. Ils sont organisés par 3, ils interviennent sur un coup, une exécution, etc. et ils disparaissent. Ils ne recherchent pas l'affrontement parce que de toute façon, en face, ils sont trop forts. Donc cette tactique de la guérilla est mise en cause et en tous les cas est discutée à partir de 1943 chez les communistes en disant il faut un peu plus d'ambition, maintenant il faut développer une vraie tactique de guerre. Si vous voulez, c'est ce qui va se passer en août 1944 avec l'insurrection générale, c'est-à-dire tout le monde s'y met, tout le monde y va, etc. Mais à ce moment-là, 1943, c'est difficile. Ils réussissent des opérations formidables, on le voit avec Ritter, et on le voit bien dans le film. Lorsqu'ils tuent Ritter, ils ne savent pas qui c'est exactement. Comment ça s'est passé? Eh bien, les femmes membres de la FTP-MOI étaient chargées de surveiller les officiers allemands, parce que je fais juste une petite parenthèse, les FTP-MOI s'interdisent de tuer des Français. Ils ne visent que des Allemands, ils ne visent que des soldats allemands, ils ne visent que des officiers allemands. C'est tout à fait important et c'est un calcul qui, je pense, pour eux est tout à fait juste. Le problème, c'est que ce n'est pas les Allemands qui vont leur faire la chasse, c'est, vous l'avez vu, des Français. Et des Français, ce n'est pas montré ici, ce n'est pas n'importe quel policier, c'est des Français d'extrême droite. C'est des gens qui ont une idéologie, c'est des gens qui ont une détestation du communisme. Et ce sont ces gens-là qui vont aussi faire la chasse au FTP-MOI. Pourquoi ils sont arrêtés? Quelques éléments sont donnés ici. Ils sont arrêtés parce qu'ils sont en face d'enquêteurs extrêmement efficaces, malheureusement. Ils sont arrêtés parce qu'il y a eu une trahison chez eux, Davidovich, vous avez vu. Et ils sont arrêtés aussi parce que les conditions d'existence de résistants, de partisans à Paris sont extrêmement difficiles. On vous demande, du jour au lendemain, de quitter votre famille, de ne plus avoir de contact avec eux. C'est le parti qui se charge de tout, c'est le parti qui leur trouve des logements, c'est le parti qui va financer s'il y a besoin, qui leur trouve des armes, mais il faut qu'ils soient dans une clandestinité totale. Pour un certain nombre d'entre eux, qui sont souvent très jeunes, ils ont 17, 18, 19 ans, alors qu'ils ont à Paris leurs parents, leurs amis, leurs fiancés, etc., ils vont parfois avoir envie de retrouver la famille. Et c'est comme ça, on le devine dans le film, c'est comme ça aussi que les policiers, à partir du fait qu'on revient dans les liens familiaux, vont les pister et les arrêter. Nous arrivons à la fiche rouge, c'est parfaitement décrit ici, je ne développe pas. Ce qui est sûr, c'est que les Allemands sont dans une sorte d'état d'urgence au printemps 1944. C'est-à-dire que les Russes avancent vite, ils ont gagné Stalingrad, ils sont en train d'avancer à l'est. Les Américains viennent d'arriver en Italie, en Afrique du Nord. La résistance dans l'ensemble du pays est très efficace, elle fait des gros coups. Donc les Allemands vont dire on va les discréditer, on va dire c'est une bande d'étrangers avec des noms impossibles et puis des têtes de n'importe quoi. Voilà, ça c'est la fiche rouge. Et ce qui va se passer, c'est
au contraire non seulement de l'intérêt pour la fiche rouge de la part des gens, mais de l'estime. On va écrire « Mort pour la France », on va écrire « Ah, quel beau résultat » quand les Allemands inventent, vous voyez, ils attribuent, je ne sais plus, 600 blessés, 300 morts à Manouchian, c'est absolument absurde. Mais il y a des gens qui mettront en dessous « Ah, bravo, quelle efficacité », etc. Donc, vous voyez, cette manière aussi de retourner, que l'opinion s'est retournée dans ce printemps 44. Nous arrivons à l'exécution, on dispose d'éléments d'archives nouveaux, intéressants, je ne pense pas qu'elles étaient déjà là à ce moment-là. Par exemple, l'aumônier qui va s'occuper des futurs exécutés au Mont-Valérien, l'aumônier allemand, eh bien, il va proposer la communion à ces soldats rouges, si je puis dire, et on sait que Manouchian a communié avant son exécution. Je me souviens d'un ami qui interrogeait l'ambassadeur d'Arménie en disant « Mais vous avez vu, Manouchian, le communiste, s'est communié ?» et l'ambassadeur lui dit « Il est arménien, non ?» Point. Donc pour lui, c'était absolument évident. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que nous aurons des photos. Là, elles sont montrées, mais on n'explique pas pourquoi il y a ces photos-là. C'était un soldat allemand qui clandestinement prend 3 photos de l'exécution et les garde sur lui pendant 50 ans. Et ce n'est qu'au moment de mourir qu'il va dire à sa famille « J'ai des photos, faites-les passer aux Français, etc. » Et troisième élément, nous avons aussi le témoignage d'un des militaires allemands qui accompagne ces soldats, ces résistants depuis la santé jusqu'au lieu d'exécution, et qui va raconter quelle est l'ambiance. Et l'ambiance est incroyable, c'est-à-dire qu'ils sont tous persuadés, et ils le disent, que la guerre va bientôt finir, ce qui en rajoute dans leur drame, si je puis dire. Ils ont un hommage formidable pour la Russie soviétique. Pour eux, ça reste l'idéal absolu. Ils ont une espèce d'humanisme pour l'Allemagne, c'est-à-dire ce discours de Manouchian disant « Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand ». Enfin, ça, c'est adapté par Aragon, mais c'est à partir du propos. Eh bien, ça aussi, c'est partagé, c'est-à-dire le peuple allemand, il va s'en sortir, l'Allemagne va perdre la guerre, mais voilà. C'est des témoignages qui permettent d'approfondir, enfin que j'essaie de faire vivre. Mélinée, à ce moment-là, eh bien, elle est cachée. Les derniers jours de la vie de ce groupe est terrible, c'est-à-dire ils savent qu'ils sont fliqués, ils savent que la police est partout, et surtout cette police spéciale-là. Et en même temps, bon, ils doivent y aller, mais elle a compris, parce que Missak disparaît le jour de l'arrestation, et elle a compris qu'il ne fallait plus se montrer, donc elle va se cacher chez les Aznavourian, et qui vont lui cacher aussi la réalité pendant tout un temps, heureusement. Mais elle reprendra son travail en direction des malgré nous arméniens. Elle obtiendra la désertion, alors par toute une escalade de décisions et d'échelons. Elle obtiendra le transfert de toute une série de malgré nous arméniens qui étaient en Lozère, et qui vont passer comme ça de la Wehrmacht à la résistance. Et j'ai retrouvé, je le montre dans le livre également, en octobre 1944, Mélinée Manouchian est reçu au siège de l'Humanité, entouré par une demi-douzaine de personnages très forts, très baraqués, qui sont ces Arméniens qui hier étaient dans la Wehrmacht et qui sont passés à la résistance.
Ensuite, bon, arrive la libération. Il va y avoir une grosse bataille de ces résistants, qui sont, vous l'avez vu, essentiellement des étrangers, pour obtenir la nationalité française. Ce sera une bataille de chiens. Et ils vont surtout, ces résistants-là, moins se heurter au gouvernement pour des raisons que je ne comprends pas très bien, mais qui peut-être n'étaient pas de sa priorité à ces mois-là, mais à la haute administration française qui refuse, qui pinaille, qui ne veut pas donner la nationalité française. Finalement, il va la donner vers 46-47, mais ça sera vraiment tendu. Elle devient française, elle obtient la nationalité française, mais c'est au même moment où l'Union soviétique appelle la diaspora à venir l'aider à reconstruire le pays. Elle part en Arménie. Bon, manifestement, ce choix ne lui conviendra qu'à moitié parce qu'elle est arménienne, elle est française, mais cette Arménie-là, elle ne le connaissait pas. Elle, vous avez vu son itinéraire, c'était Istanbul, la Grèce. Donc, ça sera un voyage, un séjour globalement décevant. Elle reviendra, elle va surtout s'occuper de faire connaître l'actualité artistique, parce que c'était un artiste, c'était un poète, de son Missak. Il y aura quand même une grosse hésitation pour reconnaître la place de cette résistance. Par exemple, on nous parle beaucoup de cette chanson magnifique, tu l'as redit, mais on ne dira jamais assez que cette chanson est interdite de radio et de télévision française jusqu'en 1981. C'est-à-dire qu'il y a quand même un doute, une discrimination, et qui, à mon avis, continue jusqu'aujourd'hui, à l'égard de cette résistance, parce qu'elle est étrangère et parce qu'elle est communiste. Et ça, il y a des gens qui ne le supportent pas. Moi, j'en fais comment dirais-je, l'expérience. Par exemple, hier, il y avait une émission à la télé avec, il s'appelle, oui, avec Viviorca et le journaliste Trapenard, voilà. Eh bien, Trapenard a fait dire à l'attaché de presse de l'Arsenal, de l'archipel, qu'il ne sera pas question d'inviter Streff. Et on invite Viviorca, qui n'a rien écrit sur Manouchian, sauf une espèce de pétition il y a 3 mois, puis un post-scriptum. Et c'est son bouquin qui est mis en avant hier dans une chaîne publique, quand même, de la télévision française, sur le thème. C'est le discours de Viviorca. Oui, Manouchian, oui, enfin, c'est quand même les Allemands qui l'ont fait, parce que la pub qu'ils lui ont fait avec l'affiche rouge et puis Aragon, c'est scandaleux, c'est absolument scandaleux. C'est-à-dire que oui, il y a enfin une reconnaissance, mais à quel prix ? À quel prix ? Et c'est toujours en débat. Il y a un gros dossier du Point cette semaine avec Stéphane Courtois sur Manouchian, le PCF efface Manouchian. Voilà, c'est-à-dire non seulement ils ont du mal à accepter qu'il y ait un rouge au Panthéon, mais en plus, on continue cette petite musique. Oui, mais vous voyez, si on avait été résistant gaulliste, pas de problème. Vive la résistance gaulliste, je n'ai rien contre elle, mais quand même, ce n'est pas le même parcours d'obstacles. Hein. Donc, voilà, je trouve que c'est aussi intéressant de voir qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. Ça reste une bataille, ça reste des discriminations, ça reste des mises en cause. Et bon, on va bien voir comment se passe la journée de mercredi prochain et quel sera le discours du président à ce propos. Mais il y a ce petit doute, voilà, qui est entretenu, mais qui, je pense, nous, finalement, ne nous étonne pas parce qu'on a l'habitude, quoi. Bon,
Voilà. Merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde. Je comprends ça. La première chose, mon nom et prénom, c'est un peu difficile, c'est typique arménienne. Personne ne peut prononcer sauf les Arméniens, je comprends ça. Moi, je m'appelle Vahagan Movsesian. Donc, vous pouvez comprendre s'il y a Yann à la fin de mon nom, ça veut dire qu'il y a un Arménien, comme Manouchian, Aznavourian et les autres. Moi, je suis ici avec mes amis Samson Ozarat, président de l'association SOS Arménie Côte d'Azur depuis 1988, et Kirko Rajderanian, président de l'école Barsamian à Nice. Et nous représentons le conseil de coordination des associations arméniennes de la Côte d'Azur. Oui, il y en a plusieurs associations, donc ça c'est une atypique association, ça c'est Fédération des associations arméniennes qui travaillent ensemble. Et on est particulièrement ravis d'être ici. Premièrement, on voudrait vous remercier pour cette invitation. Grâce à cette panthéonisation, partout en France, il organise des conférences, des projections de films, des débats. Mais le but de cette chose, ce n'est pas seulement d'expliquer qu'est-ce qui c'est FTP, MOI, Manouchian, le groupe. Le but de cette organisation, c'est expliquer qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour améliorer l'intégration, la loi, la réglementation, pour améliorer les relations, pour avoir mieux aujourd'hui et demain la France. Donc, on voudrait, de la part de notre association, toutes les associations, vous remercier pour cette initiative, pour nous inviter. Deuxièmement, je voudrais annoncer, avec votre permission, nous aussi en Nice voudrions organiser et on va avoir notre conférence concernant le Manouchian et compagnie le 26 février, le lundi prochain, à 18h au CUM, Centre universitaire Méditerranée sur la promenade, 65 promenades, vous connaissez peut-être tout le monde. Cette organisation est avec notre ville de Nice, avec Conseil français arménien, Conseil de coordination, mais aussi avec notre cher ami communiste, parce qu'on va avoir 3 personnes intervenantes très connues. Le premier et le plus important pour nous, c'est le président du comité de panthéonisation, Jean-Pierre Sakoun, qui a exceptionnellement accepté d'être avec nous, parce que la première fois qu'on avait demandé, il a dit jusqu'au fin de mars, tout est bloqué, c'est pas possible. Je suis partout en France pour les conférences de panthéonisation. Donc on avait réussi d'avoir son présence. Il va faire une présentation sur toutes les questions concernant la panthéonisation, tout le groupe, pourquoi, comment c'était passé, pendant 1h15, donc avec beaucoup de détails. Comme secret, je peux dire que c'est vraiment exceptionnel. Et c'est mieux d'entendre Jean-Pierre Sakoun pour 1h que lire beaucoup le livre et regarder les films sur Manouchian. C'est très informatif, très profond et très facile d'apprendre. Deuxième intervenant, c'est le représentant de FCP, de Parti communiste et président de Marseillaise, qui va être présent et va nous accorder les idées, pourquoi les Manouchians, comme communistes, ils ont fait ça. Et le troisième, le représentant de la République d'Arménie, qui va spécialement venu pour la panthéonisation le 21 à Paris, et il va descendre à Nice pour être présent à notre conférence pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire Manouchian et compagnie en Arménie. Troisièmement, moi je suis très ému aujourd'hui parce que pour moi, je suis né et vécu à une ville qui est la capitale d'Arménie. Et si vous êtes au courant, la dernière lettre de Manouchian et Louis Aragon, quand il a écrit, qu'est-ce qu'il a dit, Misak, à Méliné? Après ça, quand tu as continué ta vie à Erevan, moi je suis d'Erevan, je suis né et vécu là-bas. Et pour nous, à l'époque, c'était l'époque soviétique. Je suis très vieille, À l'époque soviétique, toute ma famille était communiste.
D'abord, l'être communiste, c'était le plus haut niveau de sociaux, ou comme ça. Si vous êtes communiste, vous êtes la première ligne. À l'école, on avait le programme sur Manouchian. Donc, à l'époque, on connaît deux noms arméniens qui est le centre de relations franco-arméniennes. C'était Aznavour et Manouchian. Pour nous, à l'école, Aznavour était vivant, c'était une légende pour tout le monde. On pouvait participer, on pouvait voir. Mais Manouchian, c'était une autre héros pour nous, pas seulement parce qu'il était arménien. Il n'a pas fait ça parce qu'il était arménien. Il a fait ça parce qu'il était un héros communiste et amoureux de France. C'est pour ça qu'il a fait ça. Mais pour nous, les Arméniens, c'était une de notre buts. Regardez, il faut être une citoyenne, même pour l'autre pays, donner ton vie pour les idéologies communistes, parce que ça, c'est l'avenir de notre... Je voudrais dire qu'en Arménie, tout le monde connaît Manouchian, mais je voudrais qu'ici en France, les jeunes générations connaissent le Manouchian et sa groupe aussi. Parce que le but de cette conférence qu'on organise, c'est pour expliquer les jeunes générations comment tu peux être plus utile pour la société et pour le pays que tu as apporté et tu t'es intégré là-bas complètement. Ils ont donné la vie pour avoir la liberté de la France, mais on n'a pas besoin de donner notre vie. On peut consacrer un peu de temps pour améliorer. Ça, c'est notre responsabilité. Et je crois qu'on a plus de responsabilité de donner cette idée de nos jeunes. Je ne sais pas à quel niveau il faut parler à ces sujets, parce que le film, c'est un peu difficile pour les enfants. Peut-être qu'il faut expliquer en manière un peu facile, légère, mais pour donner le but de la vie, quand tu es là, quand tu as une image communiste peut-être ou autre, mais pour améliorer, pour donner ta vie, consacrer ta vie, ça devient le but d'une personne. Malheureusement, de notre côté, j'ai lu beaucoup des études, il y en a beaucoup de gens qui cherchent le but de sa vie, en Europe particulièrement. Il faut donner un peu d'information, éducation pour ces jeunes, pour comprendre le sens et valeur de vie et pourquoi il va consacrer sa vie pour des valeurs. Et je crois que les valeurs de République sont une des meilleures pour vivre, pour consacrer, pour bâtir, pour améliorer la France et les Français, immigrés ou nés déjà, je ne sais pas combien de générations. Et vous avez organisé cette soirée d'une façon très intéressante parce que l'affiche rouge, après on continue le Manouchian, après on continue l'intégration et l'immigration. Ça c'est une chose magnifique que vous avez fait. Il y a 2 mois, on avait organisé une conférence au Palais Sardes à Nice, Palais préfectoral, sur intégration et République. Donc on avait plusieurs versions et on a des intervenants qui ont expliqué qu'il faut commencer de parler à ces sujets à l'école. Parce que c'est là qu'il commence la notion de valeur de la République, d'être intégré, la famille d'un côté, les valeurs de la République de l'autre côté, l'enfance de le troisième côté, l'éducation, après l'intégration par la vie associative. Parce que la France, c'est peut-être le numéro 1 pays d'associatifs avec beaucoup d'associations. Je crois que peut-être une personne peut dire combien d'associations il y a en France. Je vous donne un secret. 1,4 million d'associations. Je voudrais clôturer ça, je peux parler beaucoup, mais je vous invite à entendre la continuation de ce débat le 26, lundi, chez nous, à Nice. Ici aussi, c'est chez nous.
On est voisins, on vous respecte, on vous aime. Donc c'était juste pour, encore une fois, pour remercier, ne prendre pas beaucoup de temps de notre intervenant. Et on nous félicite pour cette soirée. Et on va entendre un débat très profond et très intéressant. Je vous remercie encore une fois. Merci. Merci bien en tout cas. Et on se voit le 26. Très, très beau message et qui fait tout à fait la liaison avec la suite de cette soirée. Je voudrais dire juste deux petits mots au nom de la section du Parti communiste Antibois. Je tiens encore une nouvelle fois à vous remercier de votre présence et une présence nombreuse. Ça prouve bien l'intérêt d'aborder la mémoire de ce qui s'est passé dans le temps, mais aussi de parler de l'avenir et de parler du temps présent. Alors cet hommage ce soir, bien sûr, va bien au-delà, et ça a été dit, va bien au-delà des époux Manouchian, bien au-delà des FTP-MOI. Il englobe l'ensemble des résistants qui se sont élevés contre la barbarie. Aujourd'hui, il est important de se poser la question sur ce que serait la France sans l'apport précieux de générations entières d'immigrés. Les immigrés ont pleinement participé au développement de la France, particulièrement après-guerre, quand des centaines de milliers de travailleurs et de travailleuses immigrés de la classe ouvrière ont pris une part active à la reconstruction du pays et qui ont contribué pleinement à la prospérité de ce pays. Alors, l'immigration est un atout pour notre pays, mais les pires attaques sociales, les divisions visent régulièrement et avant tout les étrangers. L'immigré est sans cesse stigmatisé, présenté comme un potentiel danger, l'extrême droite l'assimilant à la délinquance, voire au terrorisme. Et le bouquet vient du gouvernement qui, au travers de la loi sur l'immigration, restreint davantage le droit des étrangers vivant en France ou désirant s'y installer. En même temps, le président accepte à juste titre de faire entrer les cendres de Méliné et Missak au Panthéon. Missak, qui a fui le génocide arménien, a donné sa vie pour libérer la France, un pays qu'il voyait comme terre de révolution et de liberté. Quel juste retour des choses et quel magnifique symbole que son entrée au Panthéon à côté de Jean Jaurès, Victor Hugo, Marie et Pierre Curie et Joséphine Baker. À l'heure où les extrêmes droites activent leur thèse fumeuse et xénophobe du grand remplacement, une nation ethnique fantasmée basée sur le droit du sang et qui trop souvent basée sur le droit du sang, la panthéonisation donc, de Missak Manouchian fait honneur à ce peuple trop souvent invisibilisé et qui tient le pays debout. Les travailleurs immigrés que nous côtoyons chaque jour. Ces étrangers dont l'humanité est trop souvent remise en cause à nos frontières. Alors, Missak Manouchian aurait rencontré tant de difficultés pour trouver asile aujourd'hui dans l'Europe forteresse. L'immigration n'est vue aujourd'hui que par le prisme d'un problème. Trop peu veulent réellement s'attaquer aux causes de l'exil. Partir de chez soi est toujours une déchirure, un déracinement. Nous n'avons pas une crise migratoire, mais une crise de l'accueil. Aux antipodes de l'égoïsme et de dangereux calculs racistes, nous devons hospitalité et fraternité à tous les réfugiés qui fuient les guerres, la misère et les oppressions, sans distinction, car nous sommes une seule et même humanité. Je vous remercie. Merci Dominique Espesa pour ces paroles si fortes. Je pense qu'aujourd'hui, organiser une telle soirée, au-delà des commémorations officielles, c'est aussi faire acte de résistance face à toutes ces idées nauséabondes qu'on entend sur tous les plateaux de télévision, sur toutes les chaînes, sur toutes les radios. Et aujourd'hui, faire vivre une autre voix, être minoritaire, même encore aujourd'hui, c'est aussi mener ce combat pour devenir majoritaire sur l'accueil de ces immigrés, pour dire que les immigrés sont aussi une chance pour la France.
Alors, juste avant de passer la parole à nos invités, nous avons avec nous Pinar Selek, qui est sociologue Pinar Selek, qui est sociologue franco-turc, okay, qui a eu elle-même affaire avec le pouvoir turc, notamment par ses prises de position, qui a eu un harcèlement sur la constitution de faux dossiers, d'accusations mensongères contre elle, qui fait qu'aujourd'hui, Pinar Selek est aujourd'hui avec nous ici, et avec laquelle on va parler aussi de la question du génocide arménien aujourd'hui dans la société turque, et on va aborder d'autres questions. Avec nous également Marie-Christine Verja, que je crois peut-être pas besoin de présenter ici. Marie-Christine a été longtemps députée européenne dans le groupe de la gauche unie européenne, sur la liste notamment du Parti communiste français, et qui est aujourd'hui vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme, avec laquelle nous allons évidemment faire le lien entre Missak Manouchian, ce combat qui a été mené, et aujourd'hui les lois qui s'annoncent, qui sont des lois liberticides, qui sont des lois qui vont mettre à mal les droits des étrangers dans notre pays, qui vont faire en sorte que toute une population va vivre de plus en plus mal et va être quasiment mis hors la loi. Donc c'est aussi sur ce danger-là que nous voulons pointer les choses et entamer un débat. Alors, avant de donner la parole à Pinar, juste deux choses. Demain, dans l'Humanité quotidienne, qui est mon journal dans lequel je travaille, comme vous le savez, vous aurez en page centrale une reproduction de l'affiche rouge que vous pourrez avoir. Il y aura un débat sur 4 pages avec notamment Jean-Pierre Sakoun sur la question de Missak et Méliné Manouchian et la représentation de cette résistance des FTP de la Hébrouille. Nous lançons aussi un hors-série de l'Humanité consacré à Manouchian et à toute cette résistance-là que vous pourrez trouver, parce que je pense que la section d'Antibes du Parti communiste va le mettre en vente ici. Et je voudrais dire aussi que la semaine prochaine, jeudi prochain, dans le Patriote Côte d'Azur, qui est relancé en grand avec la volonté que le Patriote reprenne sa place comme représentant des progressistes dans le département des Alpes-Maritimes, il y aura aussi une interview de Pierre Ouzoulias, qui est sénateur communiste et qui a pris toute sa place dans le débat et dans les décisions qui ont été prises d'arriver à faire en sorte que Missak Manouchian rentre au Panthéon, et avec lui l'ensemble de la résistance, mais particulièrement la résistance communiste, qui malheureusement avait été oubliée par François Hollande quand il était président, qu'il avait fait rentrer une partie de la résistance française au Panthéon. Voilà. C'est les rendez-vous demain à l'Humanité, jeudi prochain le Patriote Côte d'Azur, le Patriote auquel je vous propose de vous abonner rapidement pour qu'on puisse le faire grandir. Voilà, la publicité est terminée. Pinar, bon, maintenant je me tourne vers toi. On se tutoie ici, hein, on n'est pas sur un plateau de télé où les gens se vous voient alors qu'ils se connaissent très très bien en dehors des plateaux. Mais bon, nous on se connaît en dehors et sur la scène. Bon, d'abord un mot sur Missak et Méliné Manouchian, sont des gens qui ont dû fuir leur pays à cause du génocide arménien. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, on se demande si cette loi sur l'immigration était vraiment établie en France, on se demande si Missak et Méliné Manouchian auraient pu même poser un seul pied à Marseille et rentrer dans notre pays. Très certainement que non, malheureusement. Voilà. Ou clandestinement, et donc être des sans-papiers ou en France. Bon, Pinar, la question du génocide arménien en Turquie, quelle place occupe-t-elle ou n'occupe-t-elle pas, et de quelle manière un certain nombre d'individus, de groupes, d'intellectuels, je pense à Randing par exemple, qui a été assassiné aussi par ses prises de position, toi-même, de quelle manière la question du génocide arménien est posée dans la société turque aujourd'hui? Merci beaucoup. Je commence directement sans les remerciements parce qu'on comprend de mes yeux, je pense. Surtout Méline et moi, on est de la même ville. On ne dit pas compatriotes, mais on dit de la même ville. Voilà. On était de Constantinople, d'Istanbul, ensemble. Et on est d'un pays qui est construit sur une extrême violence.
Et cette violence, quand on n'a pas défini, quand ça continue le négationnisme, c'est comme un cadavre dans le cave, comme disait Jean Jaurès. L'humanité ne peut pas vivre dans sa cave d'une peuple assassiné, non? C'est comme ça en français. Et Méliné, il est parti de Istanbul, et moi, je suis née après. Mais Méliné et Manouche et Misak et Manouchian, ils avaient une autre réalité. Ils faisaient partie d'un peuple. C'était des orphelins d'un peuple assassiné. Et le cadavre, il était très, très vif à cette période-là. Et il y avait un sentiment d'injustice, parce qu'à cette époque, les Alliés, juste après le génocide, se sont rapprochés en Turquie à cause des intérêts économiques et géostratégiques. Et les Arméniens sont venus ici, c'était des apatrides, on les a vus comme des main-d'œuvre utiles pour des travaux que les Français ne peuvent pas faire. Et c'est la même chose qu'on discute, que Christine m'a raconté. Et donc, ils sont venus pour être exploités. Même le maire de Marseille parlait de la peste qui vient en France à cette période. Moi, quand j'étais en Turquie, je croyais que les Arméniens qui étaient en Europe, en France, vivaient bien. Je ne connaissais pas toute cette histoire. Et voilà, donc l'exploitation, etc. Donc il y avait une très très dure vie. Et leur savoir était important. Ils sont venus avec un bagage. Leur savoir, c'était lutter contre le fascisme, c'est lutter pour la justice. Donc ils ont vu que l'Allemagne avait participé au génocide des Arméniens à l'époque. Vous le savez, l'Assemblée nationale de l'Allemagne avait accepté ça. Et ils savaient que c'est le même processus continu et ils ont lutté contre le fascisme. Ils n'ont pas lutté contre l'Allemagne. Ils ont lutté contre le fascisme qui avait assassiné les Arméniens et qui assassine le monde maintenant. Et après, ils ont aussi, en tant qu'immigrés, ils ont vu le fascisme en France qui commence à prendre une ampleur. Donc, en tant qu'immigrés, ils avaient un savoir. C'est très important ce savoir. Ils avaient un savoir que le fascisme n'a pas de nationalité. Et ça peut être français, turc, allemand, etc. Et ils luttaient contre le fascisme. Et aussi, ce que je voulais commencer avec ça, si tu me permets, Pierre, à l'époque, ils avaient un peu plus de chance, disons, que les migrants de maintenant. C'est pas juste par rapport au contexte étatique, mais aussi, par exemple, le Parti communiste était très internationaliste à l'époque. Donc vous avez vu, vous avez écouté, il y avait des groupes, des groupes de langue. Il y avait vraiment un vrai travail. C'était une position très internationaliste. On allait vers ces gens-là, on travaillait ensemble et c'était comme la Commune de Paris. Il y avait un internationalisme. Et ces personnes ont pu entrer. Il n'y avait pas que des réunions politiques, il y avait des cours de langue, il y avait des travaux sociaux et il y avait des salles qui se créaient. Les familles se réunissaient et c'était très difficile après de partir. Donc, je pense que c'est important. Si je reviens à ta question, alors, le cadavre, il est toujours dans la cave. Et les années passent et le négationnisme continue. Et quand, c'est comme un cancer. Quand ça continue, aujourd'hui, quand on oublie le cadavre, ça devient, ça légitime les autres violences. Et le génocide des Arméniens avait légitimé ou avait permis à Hitler de faire son génocide. Et aussi, cette construction de la République turque avait permis au massacre des Kurdes, au massacre des autres populations grecques et les autres. Et
Aujourd'hui, cet négationnisme permet à la Turquie à faire tout ce qu'il veut. Et le nationalisme, on parle de l'islamisme, mais c'est le nationalisme qui est important en Turquie. Et ce nationalisme, il change. Il y avait un nationalisme kémaliste à l'époque. Après, avec Erdogan, parce qu'Erdogan, le président actuel, il appartient au courant néolibéral, néoconservateur. Donc, il a proposé, dit que moi, je veux changer le nationalisme, je veux faire un nationalisme ottoman. Il a essayé de faire un nationalisme ottoman. Donc, il a rompu un peu le nationalisme kémaliste. Il a essayé de vraiment créer une construction néolibérale. Il a promis vraiment à l'Europe, et il a été très, très soutenu aussi. Il a dit que je veux faire un nouveau ottoman et avec des politiques néolibérales. Mais il n'est pas arrivé. Depuis quelques années, il essaie de faire un nationalisme musulman pan-turquiste. Donc il est très attaché avec l'Azerbaïdjan et avec Qatar, et il essaie de créer un espace turc avec eux. Mais n'oubliez pas, qu'est-ce qui s'est passé dans le pays, une partie du pays des Arméniens au Haut-Karabakh. Quand l'Azerbaïdjan a attaqué, a envahi Haut-Karabakh, le premier jour, ce qu'ils ont fait, ils ont baptisé la ville, l'espace plus grand de la ville, ils ont écrit Enver Pacha, la place de Enver Pacha. Enver Pacha, c'est Goebbels, c'est la même chose. C'est une des responsables du génocide. Et vous imaginez comment il y a une conscience très, très vive. Alors, et les Arméniens, dans une semaine, même pas, dans 4 jours, plus de 100 000 personnes ont été déportées. Et tout ce qui se passe avec les Arméniens, après, c'est légitime, ça normalise, ça banalise d'autres violences que nous sommes en train de suivre aujourd'hui en Palestine ou d'autres. Et c'est toujours le cas. Et moi, je pense que les Manouchians, les deux Manouchians, nous rappellent aussi que nous ne devons pas penser seulement au niveau national. Nous devons être, parce qu'en même temps, le capitalisme se transnationalise, il n'y a pas de frontières pour les capitalistes, et nous devons penser plus au niveau international, plus transnational. Et les Manouchians n'étaient pas des troupes de colonies. Vous savez, comme les Sénégalais, qui ont lutté pour la France, pour la Première Guerre mondiale. Ce n'était pas les mêmes choses. Et eux, ils luttaient contre le fascisme en tant qu'acteurs libres, et ils participaient à une lutte transnationale. Et il faut suivre, je pense, cette façon de faire, et qu'il faut réfléchir, est-ce que nous avons quand même des lunettes coloniales, même qu'on est communiste ou gauchiste ou je ne sais pas. Peut-être pour nous, l'Arménie, ce n'est pas la priorité pour nous, peut-être. Et peut-être on dit qu'ils ont lutté pour la France, c'est génial, on les donne des comment dire, j'oublie le français, on les donne des... voilà, mais des médailles, mais c'est pas ça, non. Ils luttaient contre le fascisme et ils nous invitent à faire une lutte transnationale. Et ces gens-là aussi nous apprennent une autre chose. Ces gens-là viennent avec une valise, mais pas seulement de douleur. Ils viennent avec des savoir-faire, avec d'autres expériences de lutte. Et quand ils arrivent ici, c'est pour cela qu'ils réussissent, parce qu'ils savent comment faire dans les conditions difficiles. Et ils apprennent aussi. Et aujourd'hui, autour de nous, il y a plein de migrants. Il y a mon orphelin kurde qui est là, qui est perdu, et qui est réfugié, mon amoureux. Et il y a le maire kurde, qui était il était un maire très important, et c'était un vrai héros.
il a fait beaucoup de choses, il vient d'arriver, et il n'a pas de lien avec les autres parce que personne ne vient le trouver. Il y a une association des Kurdes à Draguignan, ils veulent des Français pour qu'elles viennent leur apprendre français, pour qu'elles fassent des choses ensemble. Ils ne veulent pas juste solidarité, ils ne veulent pas juste aide, ils veulent lutter ensemble, ils veulent faire quelque chose ensemble. Il y a une école à Madeleine, vous savez, il y a une école arménienne, Barsamian. Et donc, notre ami Vahang, et Kirkor et Samsung, c'est eux qui ont créé de zéro. Et ce que m'a appris le diaspora arménien, vous savez les amis, c'est quand tu es déterritorialisé, tu es vraiment conçu comme apatride, peste, etc., tu peux arriver quand même à faire des choses si tu travailles comme des fourmis. Les Arméniens ont des expériences énormes à nous apprendre parce qu'ils ont appris comment travailler comme des fourmis, créer des canons, non, des galeries pour pouvoir avancer. Et nous, on est plus confortables. Moi, je dis nous, mais moi aussi, j'ai vécu des choses, mais je dis comme ça pour que vous compreniez. Et il faut que par exemple, moi j'ai un avocat que j'ai rencontré par hasard, il est devenu mon avocat à Paris, il envoie ses filles à l'école arménienne. Il n'a rien à voir avec les Arméniens, il ne connaît pas. Il envoie ses enfants à l'école arménienne. Est-ce que je pense que les communistes à l'époque ont des choses à nous apprendre aussi. Parce qu'ils créent des liens, ils créent imparfaits, des liens sociaux. Ce n'est pas juste faire des manifestations ensemble. Ils créent des vrais liens. Et moi, je pense qu'il faut aller à l'école arménienne. Si vous pouvez envoyer... Ce n'est pas une école arménienne, c'est une école française. Mais c'est une école franco-arménienne, on peut dire comme ça. Laïque, les républicains. Laïque, les républicains, mais c'est une école où on peut apprendre l'arménien, où on peut apprendre les cultures arméniennes, où il y a des Arméniens qui sont dedans. Et moi, je pense que c'est dans Nice, il y a une école arménienne, et les communistes, ils devaient les visiter et faire beaucoup de choses. Je dis arménienne, mais parce que c'est différent de le lycée Masséna. Quand vous allez au lycée Masséna, vous apprenez une chose. Mais là-bas, vous devenez transnational. D'abord, c'est français. D'abord, c'est vraiment républicain et vous apprenez tout ce qu'il faut. Mais après, il y a aussi la culture transnationale. Et moi, je vous invite vraiment de faire un pas vers ça. Et pour finir, je vais dire que il faut croire à l'égalité des intelligences. Il y a des différentes intelligences. Et quelquefois, on ne considère pas égal à ces différentes intelligences. Il faut voir, il faut accepter les intelligences qui sont différentes et qui sont égales. Et quand on voit à ces intelligences, quand on les écoute, on devient riche. Je pense que dans ma vie, j'ai appris quand tu ouvres tes portes, tu reçois beaucoup. Donc, si les mouvements sociaux d'opposition ouvrent ces portes vraiment dans le quotidien, ils vont recevoir beaucoup. Et il y aura des bricolages héroïques que ces résistants ont fait. Je pense que nous pouvons arriver à faire ça. Et moi, je dis, nous sommes des amis de Jean Jaurès. Jean Jaurès parlait des Arméniens souvent. Et nous sommes des amis de Jean Jaurès. Il disait que on ne peut pas vivre dans la cave avec un cadavre d'un peuple assassiné. Et le cadavre, il est là toujours. Si on est vraiment des amis de Jean Jaurès, il faut descendre et il faut vraiment ouvrir la porte et aller plus loin. Moi, je dis qu'il y a un slogan féministe très connu. Nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas pu tuer.
nous pouvons dire, les Français, les Turcs, tous ensemble, nous sommes les petits-enfants des Manouchians que vous n'avez pas réussi à tuer. Parce que nous sommes là, nous allons à l'école Barsamian, nous faisons des vrais travaux concrets pour montrer que nous apprenons le français à notre ami maire Murat Durmaz. On fait des choses très concrètes et on crée des choses très concrètes. Voilà, je veux dire ça. Merci Pilar. Effectivement, on vit une période assez compliquée et même dramatique quand on voit par exemple le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin faire certainement un galop d'essai à Mayotte en voulant essayer par exemple de supprimer le droit du sol et donc imposer le droit du sang. Le droit du sol, ça vient de la Révolution française, mais je vais laisser, et même avant, mais je vais laisser Marie-Christine en parler mieux que moi, parce que effectivement, ça n'est pas suffisant pour nous d'évoquer la mémoire et le combat de Missak Manouchian, de Méliné, de cette résistance des francs-tireurs et partisans français, main-d'œuvre immigrée, les FTP Moy. C'est aussi ce combat qui se continue aujourd'hui et qui devient de plus en plus compliqué avec un certain nombre de lois liberticides, comme je le disais tout à l'heure, qui sont en gestation, voire presque en place, quoi. Alors Marie-Christine, comment est-ce qu'on fait le lien entre tout ça ? Comment on fait le lien ? Voilà une bonne question. Alors d'abord, bonsoir à tous et à toutes, et ravi, en ce qui me concerne, d'être d'une certaine façon de retour parmi vous, parce qu'il y a très longtemps que je n'étais pas venue à Antibes et même plus largement dans les Alpes-Maritimes, et d'une certaine façon, vous me manquez, parce que le soleil me manquait. On en parlera après. Non, parce que j'ai beaucoup appris de ces 10 ans au Parlement européen et j'ai beaucoup appris du contact avec les uns et les autres et de la façon de travailler et de partager un certain nombre d'expériences. Alors c'est vrai qu'on vit une époque formidable, j'ai envie de dire, dans un moment où on est capable en même temps d'emmener les Manouchians au Panthéon et de faire une des pires lois que la France ait connues en matière de droit des étrangers depuis la Deuxième Guerre mondiale, je crois qu'on peut le dire comme ça. Ça fait 20 ans qu'on a des lois qui régressent. Mais cette loi-là est vraiment une horreur et je crois que beaucoup de gens n'en ont pas suffisamment pris conscience avant que le Sénat vote un certain nombre de choses encore plus horribles. Avant de rentrer là-dedans, je voudrais dire, première chose, il y a une chose qui m'a marquée dans le film, moi, une chose que je connaissais mais que je trouve qui est très bien démontrée, c'est l'illusion de l'accueil des républicains espagnols par la France. On a toujours dans notre panthéon historique, on a toujours l'impression que les républicains espagnols ont été accueillis à bras ouverts. Le film le montre très bien. Il montre très bien la réalité de l'accueil des républicains espagnols. Et comme tu l'as dit sur la question du langage, beaucoup de républicains espagnols ont en réalité été accueillis par des communistes quand ils ont pu quitter les camps d'internement dans lesquels ils ont été accueillis à leur arrivée en France. Et comme tu l'as très bien dit, les Arméniens n'ont pas été beaucoup mieux accueillis quand ils ont fui le génocide. C'est toujours comme ça. Les arrivées importantes de personnes qui fuient leur pays sont toujours mal vécues et instrumentalisées par les pays d'accueil. Et ça a été vrai en France, bien qu'on ait souvent dit que la France était une terre d'accueil. C'est les étrangers arrivants qui se sont donné les moyens, la plupart du temps, de s'insérer dans la société française, le plus souvent d'ailleurs, y compris en gommant une partie de leur culture. Et je crois que c'est important de le dire. Aujourd'hui, comme hier, la problématique est la même et nous ne devons pas nous laisser prendre au piège du bouc émissaire. Le bouc émissaire, c'est l'étranger, c'est l'autre, c'est le différent. On sait qu'avec ça, on met la main dans un engrenage, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Et je crois que ce que tu disais sur la lutte contre le fascisme est quelque chose de particulièrement important dans la période de dérive
Alors certains disent illibéral, d'autres peuvent dire extrémiste, etc. Parce que quand on entend le langage de ceux qui osent encore s'appeler les républicains, et notamment de celui que vous connaissez bien, dont je ne citerai même pas le nom, qui reprend directement dans le programme de l'extrême droite ses propositions, c'est assez lamentable. Et celle de Darmanin sur le droit du sol est exactement de la même veine. La deuxième chose un peu liminaire que je voulais dire, Pinard, tu disais tout à l'heure, peut-être qu'on a un peu tout en nous un bout de colonialisme qui est restreint, qui est dans la tête. Et je crois que c'est vrai. C'est quelque chose de profondément vrai. Parce que je suis sûre que quand on vous dit migrant ou étranger, vous ne voyez pas un blanc. Quand on vous dit migrant ou étranger, vous ne voyez pas un Ukrainien. Parce qu'eux, ils ont été accueillis et ça n'a posé aucun problème. Ceux qui sont mal accueillis aujourd'hui, que l'on pointe du doigt comme étrangers et comme migrants, ce sont ceux qui n'ont pas la bonne couleur de peau, ce sont ceux qui n'ont pas la bonne religion. Parce que tous les ans, la France accueille un certain nombre de gens, donne des visas à un certain nombre de gens. Mais ceux qui n'arrivent pas à avoir des visas, c'est ceux qui fuient leur pays, quel que soit le motif pour lequel ils fuient leur pays. Et cela, ça va se renforcer en France, mais aussi dans l'Union européenne, avec l'adoption du pacte européen pour l'asile et l'immigration. On va faire une Europe encore plus forteresse avec ce pacte. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un journal en ligne qui s'appelle Disclose, qui a sorti une enquête sur le rôle de la France par rapport au fait qu'on va enfermer même les mineurs aux frontières de l'Union européenne avant qu'ils pénètrent sur le sol de l'Union européenne. Et c'est la France qui a mené la bataille. Comme c'est la France qui a demandé que l'on transpose le modèle des zones d'attente sur tout l'ensemble des frontières de l'Union européenne. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, les zones d'attente. C'est des zones que l'on crée, des zones de non-droit, hors territoire, que l'on crée notamment dans les aéroports, que l'on crée aux frontières franco-italiennes, que l'on a créé au moment de l'accueil de l'Océan Viking à Toulon, pour dire que ces gens ne sont pas encore en France et pour pouvoir mieux les expulser quand on le peut et quand les avocats et les associations ne font pas leur boulot. Avec l'Océan Viking, c'est ce qui a été fait. Les associations ont harcelé les tribunaux jusqu'à ce que l'ensemble des personnes, sauf deux d'ailleurs, mais l'essentiel des gens qui étaient sur l'Océan Viking aient pu rentrer sur le territoire. Moyennant quoi, M. Darmanin, dans sa nouvelle loi, a mis un dispositif qui va augmenter le délai pendant lequel les personnes seront expulsables avant de pouvoir venir devant un juge pour les libertés. C'est toujours comme ça que ça se passe. Et j'en reviens à ces frontières électroniques qui vont être créées tout au long de l'Union européenne. On n'a pas assez bataillé là-dessus, parce que ces 5 règlements européens qui vont bientôt entrer directement en application dans le droit français, c'est des règlements, il n'y a pas besoin de transposition. Et ces règlements, justement, vont permettre le fichage de tous les étrangers et les étrangères, quel que soit leur statut, aux frontières de l'Union européenne. Tout étranger non européen qui viendront dans l'espace européen devra avoir une autorisation de voyage. Quand on viendra des États-Unis, du Canada, de l'Australie et de bien d'autres États, on n'aura pas de problème pour avoir son autorisation de voyage. Par contre, quand on viendra d'un pays en guerre, que ce soit la Syrie, que ce soit le Soudan, que ce soit l'Afghanistan, que ce soit l'Érythrée, comme c'est le voire de la Turquie, quand on, pays sûr, par excellence, c'est bien connu, on n'aura pas la possibilité d'avoir des visas. Si vous croyez que les personnes qui arrivent en traversant la Méditerranée ne préférera pas prendre l'avion avec un visa pour arriver sur notre sol, faut quand même être un peu crétin et dire que c'est la faute des associations si ces personnes meurent en mer. C'est pas la faute des associations, c'est la faute de la politique forteresse qui empêche d'accueillir des personnes qui ont besoin de protection. Et il faut dire également que nous ne sommes pas dans un pays qui accueille toute la misère du monde. Bravo Michel Rocard, bravo Emmanuel Macron de ressortir cette phrase comme un leitmotiv imbécile. Nous n'accueillons pas toute la misère du monde. La misère du monde, elle reste dans les pays les plus misérables. Les pays qui fuient
quelle que soit la cause pour laquelle ils fuient, mais notamment les guerres, les changements climatiques, les persécutions. Ils fuient d'abord à l'intérieur de leur pays, puis dans les pays limitrophes. Si vous voulez des exemples, regardez ce qui se passe avec le Soudan. Ils partent d'abord au Tchad, en République centrafricaine. Ce qui s'est passé avec les Syriens, ils sont partis d'abord en Turquie, en Jordanie, au Liban, et avec les Ukrainiens qui sont partis d'abord en Pologne. C'est toujours comme ça que ça se passe. Les personnes qui cherchent refuge, elles n'ont pas l'idéal de partir à l'autre bout du monde. Et nous n'accueillons pas toute la misère du monde parce que pour avoir envie d'aller à l'autre bout du monde, il faut avoir les capacités intellectuelles et financières de pouvoir partir à l'autre bout du monde. Et ce n'est pas le cas de l'immense majorité des réfugiés qui vivent aujourd'hui dans le monde et dont le nombre ne cesse de s'accroître, y compris à l'intérieur des pays. Donc la loi qui vient d'être votée, ce n'est pas à venir. La plupart des dispositions de cette loi sont d'application immédiate. Donc elles sont déjà entrées en vigueur dans notre pays. Cette loi, elle va stigmatiser les étrangers. Elle va les précariser, quel que soit leur statut, y compris quand ils sont en situation régulière, y compris avec des titres de séjour pluriannuels et même des cartes de résident. À chaque fois, on va, alors qu'avant, avec une carte pluriannuelle, on avait quasi automatiquement droit à une carte de résidence, et que les cartes de résidence se renouvelaient automatiquement, là, à chaque fois, la préfecture va vérifier si la personne concernée a bien appris la langue française et plus le niveau de... Oui, non, mais plus la carte de séjour aura une durée longue, plus le niveau de français va être élevé jusqu'à la naturalisation où on va demander un niveau B2 dorénavant, qui est le niveau le plus élevé et celui, mes informations sont bonnes, qui est celui qu'on exige pour entrer à l'université. Donc, la vérification de la langue. La vérification de la résidence, y compris pour les Européens d'ailleurs, y compris pour les citoyens européens. Il faudra prouver qu'on a vécu au moins 6 mois sur le territoire français durant les 3 dernières années pour faire renouveler son titre de séjour. Et surtout, que l'on respecte bien les fameux principes républicains. Moi, je suis attachée aux principes républicains, mais à condition qu'ils soient vraiment issus de la tradition de la République française, pas de ceux qu'on réinvente, comme le gouvernement aime le faire à chaque nouvelle loi en ce moment. Principe républicain avec la loi que nous préférons dans le monde associatif, appelée la loi séparatisme, parce qu'elle montre du doigt un certain nombre de personnes qui vivent sur notre territoire. Et ça va être la même chose avec la nouvelle loi sur l'asile et l'immigration. Même chose encore par rapport à ce qu'on appelle les personnes protégées. Ça fait des mois et des mois que M. Darmanin instrumentalise le moindre fait divers dans lequel une personne étrangère est mise en cause. Alors, je ne vais pas vous dire que ça n'arrive jamais qu'un étranger assassine quelqu'un, y compris dans les pires conditions, comme on l'a vu à Arras. Mais la façon dont l'assassin d'Arras a été stigmatisé en raison de son statut, parce qu'il était descendant d'une famille ouïghour, qu'il est arrivé, il était mineur, que sa famille a failli être expulsée vers la Russie et que les associations qui s'occupent des droits des étrangers ont empêché la famille d'être expulsée vers la Russie parce qu'on savait que les expulser vers la Russie, c'était prendre le risque de les condamner à mort. On n'a pas à revenir là-dessus. Mais pourquoi M. Darmanin a fait ça? Parce que cette personne était fichée S, suivi théoriquement par les services de police. La responsabilité, ce n'est pas les associations qui ont bloqué la famille de cet homme en 2015, c'est les forces de police qui n'ont pas su suivre quelqu'un qui était réputé comme dangereux. Et plutôt que de s'occuper des écoterroristes ou des islamo-gauchistes, il ferait mieux de s'occuper des personnes qui sont véritablement dangereuses pour les empêcher de passer à l'acte.
Donc toutes les personnes protégées, alors je vais vous donner la liste, il y a plein de conditionnalités, c'est pas aussi simple, mais ce que je cherche à vous faire comprendre, c'est la logique de cette loi. Ce qu'on appelle, personne n'est totalement protégé par rapport à une expulsion en France, sauf les mineurs. Les seuls qui ne peuvent pas être expulsés du territoire français inconditionnellement, ce sont les mineurs. Parce qu'un mineur, quand il arrive sur le territoire français, est un enfant, d'après la Convention internationale des droits de l'enfant, et doit être protégé comme un enfant, quel que soit son statut, quelle que soit sa nationalité, il doit être pris en charge par la protection de l'enfance. Alors ça, c'est la théorie. Dans la loi, il n'y a pas de disposition sur les mineurs, mais je suis sûre qu'un certain nombre d'entre vous savent qu'un mineur sur 2 étranger aujourd'hui en France n'est pas pris en charge par les services de la protection de l'enfance. Donc les seuls protégés par rapport à l'expulsion, c'est les mineurs. Mais M. Darmanin a fait sauter tous les verrous pour pouvoir à tout moment expulser n'importe quelle personne étrangère, pour les raisons sur lesquelles je vous ai dit tout à l'heure, mais aussi pour simple menace à l'ordre public. Alors là, c'est encore pire que les principes républicains. Jusqu'à présent, les personnes dites protégées pouvaient être expulsées quand elles avaient été condamnées par la justice pour des crimes graves. Là, ça va être pour des menaces à l'ordre public. Alors déjà, même moi qui suis juriste de droit public, j'ai du mal à savoir ce que c'est qu'un trouble à l'ordre public, mais alors de définir ce que c'est qu'un comportement dangereux par rapport à l'ordre public, mais qu'est-ce que c'est qu'une menace? C'est vraiment le pouvoir du préfet, le pouvoir discrétionnaire des préfets à l'état pur, qui va permettre à toutes ces personnes qui sont essentiellement des parents d'enfants français, des conjoints de français, des personnes insérées dans le territoire depuis plusieurs années, y compris des personnes ayant des titres de résidents, voire des titres de résidents renouvelés, voire des personnes nées en France. C'est tout cet édifice de protection des étrangers qui est aujourd'hui mis en cause et qui pourra permettre de mettre en situation précaire, de multiplier les OQTF, et je vais terminer là-dessus, de multiplier les OQTF, les obligations de quitter le territoire, alors que la France est déjà la particularité d'être le pays européen qui délivre le plus d'obligations de quitter le territoire, alors qu'elle est un des pays qui en exécute le moins. Ça veut dire quoi? Il y a à peu près 10% des OQTF qui aboutissent à des expulsions. Qu'est-ce que ça veut dire entre-temps? Ça veut dire que les personnes qui sont sous OQTF n'ont plus le droit de travailler officiellement. Ça veut dire qu'elles sont dans la précarité la plus totale. Et c'est ça que va provoquer cette loi. Des étrangers en situation irrégulière en nombre croissant. Donc, des gens qui sont exploitables à merci et qui pourront être livrés à tous les réseaux de trafic, quels qu'ils soient. C'est ça qui est grave, la dernière. Tout ça pour mieux courir après l'extrême droite. Et comme je le disais encore tout à l'heure pendant que nous discussions off, les électeurs d'extrême droite, ils préféreront toujours l'original à la copie. Alors je suis d'accord sur la question de la résistance. Il faut se bouger par rapport à ça aujourd'hui. C'est une question aujourd'hui de citoyenneté, de combat citoyen des uns et des autres. Pendant toute l'année qui a précédé le vote de cette loi, les associations qui travaillent sur ces questions se sont battues comme jamais, unanimes comme jamais, mais sans le relais citoyen, cela ne sert à rien. Cela a juste permis le vote des mesures les plus scélérates par le Sénat sur les questions des étrangers. Ces mesures, elles ont été en grande partie annulées par le Conseil constitutionnel. Mais elles ne l'ont été que pour des raisons de forme. Et donc, ça veut dire qu'à tout moment, les dispositions annulées par le Conseil constitutionnel vont pouvoir revenir. Et les sénateurs centristes ont déjà redéposé une proposition de loi qui reprend l'essentiel des dispositions, y compris la plus infâme d'entre elles, qui est la préférence nationale pour les prestations sociales complémentaires. Donc c'est à nous tous et toutes de prendre le relais pour assurer la protection des étrangers, parce que l'étranger, je le redis, c'est l'autre. Quand on commence par un petit morceau, on finit par dérouler tout l'échelon, et des hommes et des femmes comme Missak et Méliné Manoukian
et tous ceux qui ont combattu à leur côté nous ont montré l'exemple, et je crois qu'il est beaucoup plus facile aujourd'hui d'entrer en résistance qu'à l'époque. Merci Je Marie-Christine. peux ajouter quelque chose très court. La parole 1 minute à court. Pina. Très court. Et vous savez, il y a des délocalisations qui étaient propres à la mondialisation du capitalisme. Les usines partent dans les pays où le coût de travail est moins cher. Alors aujourd'hui, ce qui se passe, c'est la délocalisation sur place. Ce qui explique Marie-Christine, c'est ça. C'est-à-dire, il y a des secteurs qui ne peuvent pas être délocalisés. Le tourisme, le bâtiment, le service, on ne peut pas les délocaliser. Donc on a besoin des coûts de travail, mais les Arméniens de l'époque ou les Turcs en Allemagne, après ils s'intègrent, ils se syndicalisent, ils demandent le chômage. Donc on a besoin des étrangers qui ne s'intègrent pas, qui sont hors loi. Et cette politique, et si vous regardez, c'est sur le site Migre Europe. C'est un site qui est créé par plein de laboratoires de recherche. Et là, vous pouvez trouver les chiffres sur le travail informel en Europe. C'est comme ça. Et c'est grâce à ces personnes que le capitalisme respire. C'est-à-dire, il y a la répression de l'État et l'économie les ouvre les bras. Donc l'économie ouvre les bras et l'État les réprime. Donc c'est très intéressant ce processus. Mais malgré cela, je vous répète que nous devons construire la mondialisation par le bas, pas contre la mondialisation par le haut, et en commençant à la reconnaissance des autres et en créant notre intégrité sera notre force. Quand on est intègre, quand on est vrai, quand on fait vrai travail, on se réforce. Voilà. Voilà, merci Pinard. Avant qu'on se quitte, sauf si quelqu'un veut prendre la parole, poser une question, juste un petit mot aussi sur la répression qui existe en France, notamment contre les militants kurdes qui sont réfugiés ici, souvent qui sont condamnés dans leur pays pour leur militantisme, qui sont condamnés, obligés de fuir, se retrouvent en France et malheureusement trop souvent ils sont expulsés parce que la France, comme l'Union européenne, considère que le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, est une organisation terroriste. Misak et Méliné Manouchian appartenaient aussi à une organisation qui a été désignée comme terroriste par les nazis. Ces militants kurdes aujourd'hui qui sont expulsés, une fois qu'ils repartent en Turquie, nous n'avons plus de nouvelles d'eux. Eux sont vraiment dans une cave dans laquelle on ne sait même pas où ils sont et on ne sait même pas s'ils sont encore vivants. Et c'est aussi profondément scandaleux pour ceux qui se réclament de la République. Et je crois qu'il faut avoir ça en tête. Ça aussi, le soutien aux militants kurdes aujourd'hui en France pour éviter leur expulsion et qu'ils puissent continuer leurs activités en France de manière normale. Voilà. Merci beaucoup. Merci à la section du Parti communiste français de la CASA. Merci à vous toutes et tous d'être venus pour ce débat, pour ces interventions.